France 5 vous présente C'est dans l'air spécial présidentiel, en partenariat avec France Info. On me dit parfois que j'y vais trop fort. Eh ben oui. Si nous n'agissons pas maintenant, quand le ferons-nous? Lorsque la Chine fera de nous un comptoir pour ses routes de la soie? Pour que la France soit une puissance, il faut qu'elle soit indépendante, alliée des États-Unis, mais certainement pas vassale. C'est un vrai camouflet diplomatique qui est infligé à la France par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ça ne se fait pas. On ne poignarde pas un allié. Je veux une France debout, en tête de l'Europe. Une France qu'on respecte dans le monde. J'ai moi-même travaillé à l'ambassade de France à Moscou et j'ai moi-même appris le russe. Ne pas dialoguer avec la Russie, c'est une faute. Mais il faut un dialogue, pardon de l'expression, extrêmement ferme. Je ne céderai à aucun chantage migratoire, que ce soit un chantage migratoire turc ou un chantage migratoire biélorusse. Quand un dictateur décide de vous mettre à genoux, de mettre l'Europe à genoux, l'Europe, c'est son existence qui est en jeu. Elle doit résister. Quand on veut rentrer chez quelqu'un, on frappe à la porte et on demande la permission d'entrer. Ce qu'a fait la Grèce en matière de frontières est totalement exemplaire. Au Mali, nous nous battons contre l'islamisme. On se bat aussi pour la France et pour l'Europe. Donc c'est un combat qu'on doit continuer à mener. Il faut que la junte clarifie clairement sa position, nous dise s'ils veulent qu'on reste, mais s'ils veulent qu'on reste, il faut qu'ils nous le demandent. Femme de paix, je le suis viscéralement, et je serai chef de guerre à chaque fois que la France sera menacée. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. On vous a entendu à l'instant. Vous avez dit « Je serai une chef de guerre si la France est menacée ». Pourquoi vous pensez avoir les qualités d'une chef de guerre? Tout simplement parce que je tiens, je décide et je sais aussi emmener une équipe. Donc je sais ce que c'est qu'un combat. À propos du Mali, toujours dans ce même début d'émission, vous avez dit « S'ils veulent qu'on reste, ils doivent nous le demander. S'ils veulent qu'on parte, c'est le cas. Donc, on part ». Ça veut dire que vous êtes une chef de guerre très conciliante. Non, c'est pas du tout ça. Sur le Mali, le sujet est simple. Nous sommes venus lutter contre l'islamisme au Mali à la demande des autorités maliennes. Nous avons payé le prix du sang et puis le prix financier de cet engagement. 58 militaires tués. Donc, il est évident que la France n'a pas vocation à payer le prix du sang pour un pays, pour les ressortissants d'un pays qui tiendrait un discours anti-France, refuserait d'aider nos troupes, d'aider nos soldats à agir, ou ferait de l'obstruction, ou ferait venir des milices, des mercenaires russes pour nous remplacer. Donc le sujet aujourd'hui est très complexe au Mali, parce que tout a commencé en réalité quand Emmanuel Macron a annoncé sa décision de se retirer, visiblement sans avoir prévenu le gouvernement malien. Ça a entraîné une spirale d'escalade qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de sentiments anti-français au Mali. C'est tout le paradoxe de cette expédition. Mais nous menons une guerre contre le terrorisme, Valérie Pécresse. Est-ce que cette guerre-là doit s'arrêter parce que la junte, puisque c'est comme ça que l'appelle Jean-Yves Le Drian, la junte illégitime malienne nous demande de partir? Non, c'est pas ce que je dis. Moi, je pense que la mission n'est pas terminée. La mission n'est pas terminée au Sahel, et donc cette mission, elle doit se poursuivre. La question, c'est... Pas au Mali. La question, c'est est-ce qu'on doit réorganiser notre force d'intervention? Mais il faut aussi se dire que le Mali ne doit pas être à la France, parce que l'Afghanistan a été aux États-Unis. Donc il n'est pas question de se retirer comme des voleurs en partant de ce pays sans avoir du tout préparé, discuté, concerté avec tous les pays de la zone pour savoir comment est-ce qu'on fait. On a aussi des bases arrières au Niger, on a le Burkina Faso qui nous attend. Donc le sujet aujourd'hui, pour moi, il est simple. C'est comment est-ce qu'on réorganise notre opération au Mali pour continuer à lutter contre l'islamisme dans cette zone. Cette question de téléspectateur qui revient sur la polémique de la semaine. Demander le renvoi de l'ambassadeur du Mali parti de France depuis 2 ans
n'est-ce pas, méconnaître le dossier malien? C'est jouer sur les mots. Il y a un ministre plénipotentiaire chargé d'affaires qui fait fonction d'ambassadeur. Ce que j'ai voulu dire, c'est que j'ai trouvé un peu sidérant que le gouvernement français laisse expulser notre ambassadeur du Mali sans qu'il y ait une rétorsion avec expulsion des diplomates maliens ou du chef de la diplomatie malienne. Voilà. Je vous présente Alexandra de Hoopscheffer, politologue, spécialiste des relations transatlantiques et de l'OTAN, directrice de en France du think tank German Marshall Fund of the United States. Pascal Boniface, géopolitologue, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques et auteur de 50 idées sur l'état du monde. Et puis tout à l'heure, nous serons rejoints par Agnès Levallois, qui est spécialiste du Moyen-Orient. On va parler naturellement de la crise ukrainienne. C'est Emmanuel Macron qui va se rendre en Russie, en Ukraine demain. Vous parlez russe. Valérie Pécresse, qu'est-ce que vous lui diriez à Vladimir Poutine? D'abord, je ne lui parlerai pas en russe. Je ne lui parlerai pas en russe parce qu'un chef d'État ne parle pas à un autre chef d'État dans sa langue. Il lui parle en français. Enfin, chef d'État français parle en français. Parfois, ça crée des liens de parler la même langue et de parler la langue de son hôte. Oui. Vous sauriez lui dire quoi? Mais moi, je ne parlerai pas à Vladimir Poutine en russe, mais je parlerai au peuple russe. Parce que je pense que derrière la situation de la Russie et de l'Ukraine, il y a un peuple russe qui se sent profondément européen et avec lequel on peut avoir vraiment des contacts très puissants et très étroits. Et je lui dirais, en russe, je lui dirais... Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе. И начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux dire au fier peuple russe que nous devons construire la paix en Europe et que commencer une guerre avec l'Ukraine, ce serait une terrible erreur. Alors justement, Alexandra de Hoopscheffer, à ce stade, on ne voit pas comment la France et l'OTAN pourraient accepter les conditions posées par Vladimir Poutine. C'est surtout que là, on assiste à une forme d'asymétrie avec une escalade militaire russe qui est évidente. Selon les renseignements américains, la Russie aurait atteint 70% du dispositif militaire nécessaire pour une invasion majeure massive de l'Ukraine, avec 150 000 troupes nécessaires pour véritablement faire une opération massive. Il y a aussi la crainte de cyberattaques. Qui pourrait être en fait une première manière finalement de déstabiliser l'Ukraine avant une invasion de l'Ukraine. Et donc là, c'est vrai qu'on a un terrain de négociation qui est en fait extrêmement compliqué. Après, est-ce que ça nous empêche de négocier, de peut-être trouver des compromis sur certains sujets? On voit que les Américains, les États-Unis aujourd'hui se remettent dans le rôle de gendarmes de l'Europe, aussi parce que beaucoup de capitales européennes se tournent vers Washington une nouvelle fois, se tournent vers l'OTAN pour la garantie de sécurité européenne. Et donc se pose effectivement pour nous, et vous l'avez dit dans vos propos introductifs, la question du rôle de l'Europe dans cette crise. Et est-ce que, en tout cas, moi je regarde la crise Ukraine-Russie comme un révélateur aussi de nos vulnérabilités européennes à l'égard de notre dépendance vis-à-vis du gaz russe, mais aussi à l'égard de notre dépendance stratégique militaire vis-à-vis des États-Unis. Et donc vous avez une question pour Valérie? Voilà, et donc la question c'est comment est-ce que les Européens, alors je ne parle pas de l'Union européenne peut s'occuper des sanctions, de la question énergétique, mais comment fait-on entendre notre voix? Partout on voit effectivement dans la presse, l'Europe est absente. On ne l'entend pas, mais on entend effectivement le président Macron qui va se rendre à Moscou. On entend un tout petit peu le chancelier allemand qui va rencontrer Biden demain. Alors on va laisser répondre Valérie Pécresse. C'est cette interrogation-là que moi, je vous pose. Ce qui m'a frappé dans la situation ukraino-russe, c'était l'absence. L'absence, effectivement, comme vous l'avez dit, de l'Europe, mais plus singulièrement de l'Allemagne et de la France, puisque vous savez qu'il y avait un dispositif Normandie qui avait été créé à 4 par François Hollande pour essayer justement de résoudre, au moment de la crise du Donbass, d'essayer de résoudre les problèmes de relations entre l'Ukraine et la Russie. Cette absence, elle vient de quoi? Ça fait 2 ans, plus de 2 ans, que Emmanuel Macron n'a pas
rencontrer Vladimir Poutine. Moi, je crois qu'avec la Russie, il faut avoir un dialogue. C'est effectivement Madame Merkel qui disait ne rien attendre des Russes, mais toujours continuer le dialogue. Et je pense que si on ne dialogue pas, on s'expose à ce que des malentendus ou des situations s'enveniment parce qu'on ne se comprend pas. Donc là, le dialogue est renoué, tant mieux. Il faut le renouer de manière très collective, comme vous le dites, et je pense que c'est une bonne chose qu'Emmanuel Macron ait compris enfin qu'en tant que président de l'Union européenne, il devait agir, mais agir aussi en lien avec les Allemands, en lien avec l'Union européenne elle-même. Je pense que Vladimir Poutine respectera plus une démarche qui sera une démarche collective européenne qu'une démarche singulière de la France. C'est d'ailleurs ce que je regrette, moi ça me frappe beaucoup depuis 5 ans, c'est la perte d'influence de la France dans le monde parce que nous avons des problèmes économiques. En réalité, que respectent les grandes puissances, les États-Unis, la Chine, la Russie et les autres? C'est des puissances exportatrices, c'est des puissances économiques fortes. Le fait que la France ait 85 milliards de déficit de sa balance commerciale, qu'on soit surendetté, qu'on soit en déficit, ça ne nous rend pas attractifs comme partenaires. Et du coup, ça nous prive de ce pouvoir économique qui est quand même très important. Donc ce que je crois, c'est que notre rayonnement extérieur diplomatique, c'est pas seulement le règne de la parole, c'est aussi, ça dépendra aussi de notre force économique et de notre force intérieure. On a un cas concret d'exercice du pouvoir quand on est président de la France. Qu'est-ce qu'on accepte d'un partenaire avec lequel on décide de parler, Vladimir Poutine, qui pose des conditions très claires, c'est-à-dire le retrait des forces militaires dans l'Est de l'Europe, l'engagement qu'on refuserait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Est-ce que sur ces conditions posées par Vladimir Poutine, si vous étiez face au président russe, vous diriez c'est inacceptable, comme va le faire sans doute Emmanuel Macron? D'abord, il y a des lignes rouges. Des lignes rouges, 2 lignes rouges à mon avis très fortes. Nous avons un certain nombre de pays à l'ouest de la Russie qui appartiennent à l'OTAN. Ces pays doivent continuer à appartenir à l'OTAN, continuer à être protégés. La Roumanie nous a demandé de renforcer ses forces. Les Pays-Bas, la Pologne. Donc première ligne rouge. Deuxième ligne rouge, on ne porte pas atteinte aux frontières de l'Ukraine. C'est les accords de Minsk. Après, et si on le fait, il y a des sanctions qui seront des sanctions extrêmement fortes, extrêmement dissuasives. Pas militaires. Madame von der Leyen, d'abord économique, Madame von der Leyen l'a dit, sachant qu'on ne sait pas, et comme vous l'avez dit, quel sera le type d'attaque que la Russie fera. Ce n'est pas forcément une attaque massive type envahissement, ça peut être des escarmouches, ça peut être de la guerre cyber. Donc, on pas touche à l'Ukraine, sinon sanctions fortes et proportionnées. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a posé le décor, après on négocie. Quel est le problème? Le problème de Vladimir Poutine, c'est qu'aujourd'hui, la Russie a retrouvé ses frontières du XVIIe siècle. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la Russie. Il faut se mettre dans la psychologie des Russes. Ils avaient autour d'eux un glacis de république pendant des décennies qui les protégeait de toute ingérence extérieure. Aujourd'hui, ces anciennes républiques, beaucoup se sont tournées vers l'OTAN, donc beaucoup sont tournés vers les États-Unis. C'est un petit peu comme si, pardon, et toute proportion gardée, les Chinois venaient mettre des missiles au Mexique, vous voyez, ou des troupes au Mexique. Les États-Unis ne seraient peut-être pas très très contents. D'ailleurs, on l'a vu quand c'était la Russie à Cuba, par exemple. Donc voilà, on a aujourd'hui une situation où on a une Russie qui est inquiète, qui n'est pas tranquille. Alors moi, ce que je propose, c'est sur le court terme une désescalade. On s'apaise, on se met, on se pose. Ça veut dire quoi cette désescalade? Ça veut dire qu'on dit que s'il y a désescalade, s'il y a apaisement, eh bien la question de l'entrée dans l'Ukraine, de l'Ukraine dans l'OTAN ne sera pas prioritaire. Une finlandisation de l'Ukraine, vous y êtes favorable comme on le dit? C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit aujourd'hui on ne peut pas empêcher un pays souverain d'adhérer à une alliance militaire. Donc ce n'est pas un empêchement, mais c'est de dire que ça ne sera pas prioritaire. Et donc on apaise. Premier acte. Deuxième acte, on propose. Et moi, je crois qu'il faut proposer à Vladimir Poutine. Et je crois que c'est important, même vis-à-vis de nos rapports avec l'OTAN, c'est important vis-à-vis du rôle de la France dans le monde. Je pense qu'il faut que la France, avec l'Union européenne, propose à Vladimir Poutine une vraie conférence
nouvelle sur la sécurité en Europe. Et que cette conférence puisse même éventuellement donner lieu à un vrai conseil de sécurité pan-européen, de l'Atlantique à l'Oural, comme dirait le général de Gaulle. Et pourquoi? Ça veut dire qu'on changerait tout. On n'est plus au lendemain de la chute du mur de Berlin. On n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir une alliance où les États-Unis sont forcément partenaires. On peut faire sans les États-Unis. Et ce serait le premier pas vers une forme d'autonomisation stratégique de l'Union européenne. Alors évidemment, ça va se faire en lien avec les États-Unis. Voilà. Ce n'est pas contre les États-Unis. Mais je crois que M. Biden ne s'intéresse plus beaucoup à l'Europe, qu'il est beaucoup pris par la relation asiatique. Et donc, eh bien moi, je crois que c'est le moment pour nous d'essayer de prendre la main. Alexandra de Hoopscheffer, il faudrait pour ça que l'Europe arrive à mener des projets communs. Et on pense là à cette difficulté qu'ont notamment les Français et les Allemands à avancer sur un sujet extrêmement stratégique qui est celui de l'armement. Oui, oui. Il y a plusieurs projets de coopération industrielle qui se sont mis en place, entre autres depuis 2017, notamment l'avion de combat du futur, le futur char de combat. Il y a aussi la question des avions de patrouille maritime. Et puis enfin, je pense aussi à la modernisation des hélicoptères type Tigre. Et si on récapitule un peu ces gros projets, il n'y en a pas un finalement qui fonctionne véritablement bien. La question de la propriété intellectuelle cristallise vraiment le débat allemand, avec toujours cette crainte de voir des compétences transférées de l'Allemagne à la France. Nous, en fait, on a la peur radicalement inverse. Hein, exactement. Donc, on a la peur exactement inverse. Donc pour moi, il y a un problème fondamental de confiance. Et du coup, ce manque de confiance se reflète aussi dans ces difficultés à coopérer industriellement, alors que cette coopération industrielle devrait être vraiment un vecteur structurant de ce qu'on pourrait appeler la souveraineté européenne. C'est vrai que les Allemands ne respectent pas toujours leurs contrats, qu'ils signent même avec la France sur des questions d'armement. Plusieurs fois, ils se sont engagés et ils ne sont pas allés au bout. Comment est-ce que vous réglez cette difficulté-là dans la relation qu'on a avec les Allemands sur la partie militaire? C'est une question très pointue, mais je voudrais quand même juste dire que pour moi, la défense de l'Europe, c'est d'abord l'OTAN. C'est d'abord l'OTAN et on ne pourra jamais s'en passer. Ensuite, il faut évidemment qu'on structure une offre de défense européenne. Ce sera une armée européenne, c'est un rêve. Donc c'est un mirage. Donc il ne faut pas penser une armée européenne, il faut penser force opérationnelle européenne, qui sont souvent bloquées par la règle de l'unanimité. Parce que la règle de l'unanimité, ça fait que quand on doit envoyer les troupes, il faut que tout le monde signe. Donc on a du mal aujourd'hui. Et moi, ce qui me frappe dans les discours d'Emmanuel Macron sur la défense européenne, c'est qu'il parle, mais enfin, à la fin, très peu de résultats. Takuba au Mali, très peu de résultats. Un peu. Et puis, là, la question, elle est clé. C'est que c'est dans les industries de défense qu'on devrait avoir le plus grand partenariat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je peux vous poser la question de Benoît dans le Maine-et-Loire, parce que c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Nous avons Airbus, Dassault, Thales, et nous achetons nos drones militaires aux États-Unis. Est-ce normal? Alors ça, c'est une vraie très bonne question. J'allais le dire en complément de ce qui a été dit. Le sujet, c'est effectivement la relation franco-allemande industrielle. Nous avons des Allemands qui défendent mieux leurs intérêts que nous. Voilà, il faut le dire. En Europe, c'est quand même particulièrement flagrant, que ce soit sur le nucléaire versus le charbon, que ce soit sur le char du futur qu'ils ont obtenu, et maintenant ils nous embêtent sur l'avion du futur parce que c'était nous qui devions le porter, et finalement ils ne veulent pas. Donc on a des Allemands qui, en Europe, sont très puissamment engagés à défendre leurs intérêts industriels, y compris sur la taxe carbone aux frontières, où on voulait obtenir 15 milliards de taxes carbone. Ça aurait été très bon pour la France, qui respecte des normes environnementales très strictes, et on en aura 800 millions, parce que les Allemands, eux, leur industrie est polluante. Parce qu'ils sont plus puissants. Parce qu'ils sont plus puissants, parce qu'ils font plus de lobbying et parce qu'ils ont une diplomatie, non pas de la posture et des donneurs de leçons et du verbe, mais une diplomatie de l'influence concrète et des résultats. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et pour finir, la préférence européenne, et bien sûr, c'est incompréhensible. Ouais. Mais alors là, il va falloir faire un travail avec tous nos partenaires européens. C'est incompréhensible que nos alliés européens n'achètent pas européen. Alors on comprend qu'effectivement c'est un donnant-donnant avec les États-Unis sur l'OTAN, mais c'est pas normal. C'est pas normal. On va revenir sur la Russie. Si les Européens n'achètent pas européens, qui va leur acheter? Enfin, une question rapide sur la Russie. François Fillon est membre du conseil d'administration d'un groupe pétrolier public russe. Est-ce que ce genre de collaboration entre une puissance étrangère et un ancien Premier ministre vous choque?
D'abord, il n'est plus aujourd'hui en politique, donc aujourd'hui il a sa liberté de travailler pour qui il veut. Maintenant, la question c'est, vous me demandez, est-ce que moi personnellement, après ma présidence de la République, j'irai travailler dans un groupe étranger? La réponse est non, mais la réponse est non tout simplement parce que je pense que quand on a exercé des plus hautes fonctions du pays, il ne faut pas qu'on puisse être soupçonné pendant sa présidence d'avoir pu servir les intérêts de quelqu'un d'autre. Mais ça vaut pour un président de la République. Donc ça veut dire qu'une fois au pouvoir, vous interdirez ce genre de collaboration, comme l'a fait la chef de la diplomatie allemande. Un ancien diplomate allemand a dû démissionner de la présidence du conseil de surveillance d'une filiale du gazoduc Nord Stream 2. Est-ce que ça, c'est quelque chose où vous direz, comme pour les hauts fonctionnaires, ce sera terminé? Mais ce que vous citez, c'est déjà ce qui existe en France. C'est la commission de déontologie. Si vous avez un diplomate qui a connu d'un dossier lié à une puissance étrangère, il ne peut pas aller travailler pour cette puissance étrangère. C'est possible pour un diplomate et c'est pas possible pour un ancien Premier ministre? Non, je parle pour un président de la République, moi. Parce que c'est le président de la République qui décide de la politique étrangère, c'est le président de la République qui est le chef des armées, c'est le président de la République qui décide. Donc je parle pour moi. Et pour un ancien Premier ministre, du coup, ça ne vous choque pas? S'il n'a pas eu à connaître des affaires de ce groupe, non. C'est à lui de le savoir. On évoquait la question des sanctions russes. L'Europe peut compter sur les sanctions économiques pour se faire entendre, vous l'avez dit à l'instant, et met déjà en garde d'ailleurs Vladimir Poutine. Mais vous allez le voir, depuis l'annexion de la Crimée, la Russie a su s'adapter et même parfois tirer parti des sanctions européennes. Juliette Perrault et Arnaud Fora, reportage. À l'intérieur de cette fromagerie, flotte ce jour-là une odeur qui nous est plutôt familière. J'adore ce parfum, c'est mon odeur préférée. Du camembert au lait cru, 100% made in Russie. Aussi bon à en croire la fromagère que le camembert de Normandie. Ici, on reproduit les classiques français mais aussi italiens, comme le parmesan. Là, je mesure l'acidité pour savoir si le fromage est prêt à passer à l'étape suivante. On apprend au jour le jour. En Russie, vous savez, nous n'avons pas cette culture de production des fromages fermiers. Donc on apprend auprès des Français, des Anglais et des Italiens. Par exemple, je suis allé en stage en Italie dans une ferme près de Turin pour apprendre les gestes artisanaux. À la tête de ce petit business, Anastasia Piskunova, 33 ans. Elle s'est lancée en 2015, un an après les sanctions européennes contre la Russie, suite à l'annexion de la Crimée. À l'époque, la Russie réplique et impose un embargo sur les produits alimentaires occidentaux. La jeune femme y voit une opportunité. Dans sa ferme, une centaine de vaches, pas n'importe lesquelles, des Montbéliardes françaises. La race la plus courante en Russie ne convient pas pour faire du fromage, car leur lait n'a pas le bon ratio lipides-protéines. Nous avons eu plusieurs aides de l'État pour nous lancer. Une subvention pour la construction de la ferme de l'ordre d'à peu près 20% du coût total. Et on nous a aussi remboursé 50% du prix de chaque vache. Nous avons aussi touché une subvention pour notre fromagerie qui nous permet encore aujourd'hui d'acheter de l'équipement moderne. Le but du Kremlin, moderniser l'agriculture russe et rendre le pays autosuffisant, comme un pied de nez à la diplomatie occidentale. Et ça marche. Exemple avec cette ferme ultra moderne, 4000 vaches suivies individuellement grâce à des bracelets électroniques. Nous avons des capteurs installés partout qui traitent les données en Wi-Fi. Quand la vache passe, on reçoit ces données. Et tout de suite, on voit ces informations en ligne. Des données traitées en temps réel, sur place, par un vétérinaire. Ici, par exemple, on voit que la productivité a chuté d'un coup chez cette vache. Si on n'avait pas eu cet outil, on aurait eu besoin de 3 ou 4 jours pour identifier le problème. Et on n'aurait jamais pu rattraper si vite ensuite le niveau de productivité. Résultat, chaque vache produit ici en moyenne 14 000 litres de lait par an, 2 fois plus que dans une exploitation française traditionnelle. Une réussite économique qui fait la fierté de ce représentant de la filière lait. Lui l'assure, malgré les tensions diplomatiques, les affaires continuent.
Non seulement les producteurs locaux russes sont présents sur ce nouveau marché, mais il y a aussi d'autres entreprises étrangères. L'entreprise Danone, par exemple, est très présente en Russie et elle s'est beaucoup développée depuis l'embargo. Dans notre région, il y a aussi le groupe Auchan qui en profite pour vendre dans ses supermarchés ses nouveaux produits. L'année dernière, 32 500 000 tonnes de lait ont été produites en Russie. Le pays est désormais autosuffisant à presque 90%. Après ce reportage, votre réaction, Valérie Pécresse, est-ce qu'il faut remettre dans la discussion avec Vladimir Poutine l'abandon des sanctions? Comment est-ce que on tire les leçons de ce qui s'est passé et ce qu'on voit dans ce reportage? Pour l'instant, on est plutôt en train de les durcir. C'est pas le sens de l'histoire. Mais pour revenir à ce qui se passe effectivement aussi, on voit bien qu'on a une espèce d'escalade. Vous avez vu que le champagne français a été privé de son appellation champagne et que maintenant, champagne, c'est le vin mousseux, russe. Donc, on a effectivement une escalade sur ces questions alimentaires et la politique européenne commune Farm to Fork, le programme de la ferme à la fourchette qui a été adopté par l'Union européenne, est un projet de décroissance alimentaire européenne pour des raisons d'écologie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à côté de ça, on a la Russie qui va produire et augmenter sa production alimentaire, on a la Chine, on a les États-Unis, tous les grands pays produisent plus. Et moi, ce qui me choque dans la stratégie de décroissance agricole de l'Europe, c'est qu'on va avoir des famines de plus en plus nombreuses, et notamment en Afrique, notamment à nos portes, avec le réchauffement climatique, et on va se priver d'un pouvoir vert européen. Je suis très hostile à cette politique de décroissance de la production agricole européenne. Alors l'Europe, elle a reçu un petit message ce week-end. Cette photo, regardez, Xi Jinping et Vladimir Poutine qui s'opposent à tout élargissement de l'OTAN, qui dénoncent la stratégie américaine dans la zone Indo-Pacifique, et Pascal Boniface, l'Europe se retrouve dans un choc de titans. Oui, effectivement. Alors on voit bien qu'il y a un axe Moscou-Pékin qui se met en place de façon de plus en plus forte depuis déjà plusieurs années. Il s'est renforcé depuis la crise ukrainienne. Et ça peut avoir l'avantage du côté américain de dire, regardez, d'un côté, il y a l'axe des pays autoritaires et nous, on va faire un axe des démocraties avec le Japon, la Corée et les pays européens. Mais est-ce que ce n'était pas une erreur et risqué que de pousser si fortement les Russes dans les bras des Chinois? Est-ce que l'Union européenne n'a pas plutôt intérêt à essayer de maintenir cela? Et si la Chine est le défi majeur, est-ce que l'Europe n'est amenée qu'à choisir de suivre les Américains dans cette confrontation d'un axe autoritaire contre un axe démocratique, ou est-ce qu'il y a une spécificité européenne à faire valoir? Vous avez tout à fait raison. Si on veut desserrer l'étau qui nous enserre, si on veut être autre chose qu'aligné sur les États-Unis, si on veut garder une parole singulière et une influence singulière sur le monde, il ne faut pas laisser les Russes tomber dans les bras des Chinois. Alors, ils le font aujourd'hui par nécessité à cause des sanctions. Ils le font aussi parce qu'ils ne sentent pas de volonté d'ouverture en Europe. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les Russes, le peuple russe, c'est pour ça que je lui ai parlé à lui, le peuple russe, il se sent européen. Le peuple russe, il a grandi en lisant Tolstoï, Dostoïevski, Tourgueniev et Tchekhov. Bon, donc l'âme russe, elle est européenne. Donc cette alliance avec la Chine, elle est stratégique. Mais en plus, je ne suis pas certaine que économiquement, aujourd'hui, la Chine ne représente pas vis-à-vis de Moscou les mêmes interactions que l'Europe. Mais ça peut changer. Ça peut changer si nous laissons tout ça partir. Donc il faut absolument qu'on essaye de reconstruire. C'est pour ça que je proposais cette conférence sur la sécurité en Europe. Par exemple, là aussi un cas très concret, puisque cette année 2022 est déjà pleine de beaucoup de tensions diplomatiques et peut-être même parfois des tensions militaires. Que ferait la France si la Chine envahissait Taïwan ? Bien écoutez, d'abord je pense que le sujet c'est qu'aujourd'hui nous sommes pour le statu quo. Mais nos relations diplomatiques sont avec la Chine. Nous ne reconnaissons pas Taïwan. Donc nous voulons le statu quo. La question après sera de savoir ce que feront les États-Unis ou pas si un acte comme ça, d'une telle violence se produisait. Donc pas alliés, mais un peu quand même. On est dans l'OTAN. Donc on est des alliés.
On est des alliés fidèles et des alliés qui gardent leur souveraineté d'intervention dans le cadre de l'OTAN, mais des alliés. Et là-dessus, ce ne serait pas acceptable. Pascal Boniface. Est-ce que vous pensez que la montée en puissance de la Chine est inéluctable, qu'elle va devenir la première puissance mondiale, dépasser les États-Unis à terme? Et qu'est-ce que ça changerait par rapport, qu'est-ce que peut faire la France et l'Europe par rapport à cela? Est-ce qu'on a à choisir ou est-ce qu'il faut avoir une autre voie? Je crois que l'Europe peut devenir une vraie puissance singulière si elle s'assume comme puissance. Et le problème, c'est qu'elle ne s'assume pas comme puissance aujourd'hui. On n'arrive pas, vous l'avez très bien décrit, on n'arrive pas à sortir des logiques nationales pour construire une vraie réciprocité. Les Chinois, ils entendent bien le mot réciprocité, ils savent ce que ça veut dire. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, mais que j'ai vécu personnellement. J'ai lancé le plus grand appel d'offres dans ma région de bus électriques, 3000 bus électriques. Le moins cher était chinois. Mais est-ce que nos fournisseurs européens peuvent candidater, eux, sur les marchés de Pékin ou de Shanghai? Donc, réciprocité. Mais comment on l'impose? Préférence européenne. Comment on impose la réciprocité aux Chinois? Ah bah c'est simple, on ferme nos marchés, préférence européenne. Ah bah si, le problème qu'on a aujourd'hui... Vous allez dire ça aux consommateurs français? Vous allez leur dire on ne peut plus acheter des produits chinois bon marché? Mais ils sont bon marché artificiellement, vous savez. Oui, mais ils le sont. Artificiellement. Si on faisait le bilan carbone de ces produits qui ne respectent pas nos normes sociales et environnementales, eh bien, ces produits seraient beaucoup plus chers. Un jean produit en Chine, il a fait 70 000 km. Le tissu a été fait en Inde, il est parti en Chine, il est revenu en France. Enfin, bon, voilà. Donc, mais ça, il faut assumer politiquement, vis-à-vis des Français. Mais vis-à-vis des Français et vis-à-vis des Européens, je pense qu'il y a un moment, quelque chose à faire pour protéger nos industries. Si vous voulez réindustrialiser l'Europe, si vous voulez réindustrialiser la France, vous n'y arriverez pas sans une vraie taxe carbone aux frontières et sans une vraie préférence européenne. Mais je l'ai fait, hein. Oui. Moi, pardon, mais les bus électriques, j'ai pas choisi les moins chers, hein. J'ai choisi ceux qui respectaient les normes sociales et environnementales, c'est-à-dire Iveco et Eliez et Alstom. Valérie Pécresse, vous dites l'Europe, mais il y a des pays européens qui ont déjà pactisé avec la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Ils n'ont pas attendu une unanimité européenne et ils ont dit nous, on veut bien que vous financiez certaines de nos infrastructures amis chinois. Eh ben, je pense qu'ils sont en train de se faire rouler dans la farine parce qu'ils vont avoir des outils stratégiques, des infrastructures stratégiques qu'ils n'auront pas dont ils n'auront pas eux-mêmes la maîtrise. Donc c'est très dangereux. Je pense qu'il faut qu'on ait une politique économique de souveraineté. Il faut regarder ce qui est stratégique, que ce soit vis-à-vis des États-Unis d'ailleurs, ou vis-à-vis de la Chine. Pour parler de souveraineté et de réciprocité, il y a ce qu'on appelle l'application extraterritoriale des lois américaines. Les Américains condamnent très fortement à des amendes. La BNP a payé 9 milliards. Les entreprises européennes ont payé 40 milliards d'amendes au Trésor américain pour avoir contrevenu, non pas aux lois internationales, mais aux lois américaines. Est-ce que c'est acceptable et qu'est-ce que l'on peut faire pour changer cela et dire aux Américains, écoutez, si on est alliés, vous ne pouvez pas comme cela nous taxer en fonction de vos lois nationales qui ne sont pas des lois européennes? Alors le problème, et vous le connaissez, c'est la puissance du dollar. Le dollar étant une monnaie, j'allais dire, absolument indispensable dans les transactions, c'est par le biais de l'utilisation du dollar par nos banques ou nos entreprises que les États-Unis s'immiscent dans la stratégie économique ou financière de ces entreprises. Président, vous pourriez demander à France d'acheter en euros Airbus, puisque là on paye des compagnies françaises, achètent en dollars à d'autres sociétés européennes. Alors, le sujet, c'est évidemment la place de l'euro. Et c'est comment est-ce qu'on fait de l'euro une monnaie qui est tellement puissante qu'on puisse, nous aussi, organiser un système qui nous permette d'avoir des mesures de rétention. Mais là encore, toutes ces questions, ça montre que l'Europe n'est aujourd'hui qu'un embryon de puissance économique. Le problème, pardon, mais c'est un constat, Valérie Pécresse. Si vous arrivez aux responsabilités, il faudra une méthode. La méthode sur l'extraterritorialité, on ne l'a pas encore. Il faudrait essayer de regarder si on peut construire un système identique à celui des États-Unis pour toutes les transactions organisées en euros, ce qui nous permettrait de reprendre le pouvoir. Je ne sais pas si à ce stade c'est aujourd'hui possible. Sur AUKUS, on vous a entendu tout à l'heure expliquer que c'était une humiliation, qu'on ne se traite pas comme ça lorsqu'on est allié. Comment auriez-vous réagi face à la situation d'un contrat qui n'est pas honoré par un partenaire ? Bon, je sais que certains candidats à l'élection nous expliquent que parce qu'on a perdu un contrat, il faudrait quitter le commandement intégré de l'OTAN.
Pardon, c'est un peu puéril comme réaction. On ne quitte pas une alliance à laquelle on appartient depuis 1945, dans laquelle on est revenu, au commandement d'intérêt de laquelle on est revenu en 2009, parce qu'une mauvaise manière nous a été faite. Un gros contrat. Oui, mais une mauvaise manière nous a été faite, c'est vrai. Il fallait exiger, ce qu'a fait Emmanuel Macron d'ailleurs, de M. Biden, qu'il reconnaisse ses torts. Et il faut aujourd'hui, et c'est ça qu'on doit obtenir des États-Unis, profiter de cette situation pour dire, mais écoutez, laissez-nous faire un pilier stratégique européen dans l'OTAN. Laissez-nous prendre une forme d'autonomie au sein de l'Alliance. Laissez-nous grandir. Et je pense qu'il faut leur demander la permission. Mais il y a beaucoup d'Européens qui ne veulent pas. Bien sûr. Oui. Il y en a quand même quelques-uns qui veulent. Et vous l'avez vu, Olaf Scholz lui-même, le chancelier allemand, dans sa coalition, a proposé ce concept d'autonomie stratégique européenne. Alors on va voir comment se déroule la rédaction de la boussole stratégique européenne, puisque nous avons maintenant un livre blanc européen sur la stratégie européenne qui s'appellera la boussole. Personne ne sait encore ce qui va sortir de cette boussole, mais ce qu'on aimerait bien, ce que je souhaite, en tout cas moi, si je deviens présidente française, et donc si je prends la succession d'Emmanuel Macron à la présidence de l'Union européenne, je souhaite vraiment que cette question de l'autonomie stratégique, elle puisse être posée clairement dans l'OTAN. Et je pense que les États-Unis, ils sont prêts. Je pense qu'ils sont prêts à faire évoluer les choses. C'est plutôt les Turcs qui ne sont pas prêts, mais ça ne me dérange pas. Alors Emmanuel Macron, cette semaine, il s'est exprimé dans le cadre de la présidence de l'Union européenne et il a promis un pilotage politique de Schengen. L'immigration est un dossier aussi qui divise au sein de l'Europe et l'Italie. En Italie, le sujet est devenu éruptif, comme nous le raconte le correspondant de France Télévisions, Alban Mikosi. Cela fait 6 ans qu'Alfred Abou vit en Italie. Il a un emploi dans un hôtel, paie des impôts, mais le statut de réfugié lui a été refusé. Le jeune homme a failli mourir en mer lorsque son bateau surchargé a commencé à sombrer. Il a une certitude, jamais il ne retournera en Afrique. Je me suis dit que waouh, je suis en vie. J'ai réussi. Après tout ce qui s'est passé en Libye, après ce voyage, parce que c'est un voyage, je peux dire 24 heures, mais tu as l'impression que c'est toute une éternité en fait. Franchement, c'est à mon ennemi, je ne peux pas le conseiller. Légalement, il n'est ni régularisable ni expulsable, comme des centaines de milliers de clandestins bloqués en Italie. C'est pas possible de passer une frontière? Oui, actuellement, je suis là parce que j'ai le permis de séjour expiré. Je ne peux pas franchir les frontières italiennes, en fait. 67 000 personnes sont entrées clandestinement en Italie par la mer l'an dernier. C'est le chiffre le plus important depuis 2016. Et c'est une question qui fait polémique ici parce que l'Italie, comme la Grèce, a un peu l'impression d'avoir été laissée seule en première ligne et que l'Union européenne n'est pas assez solidaire. Désormais, quand un bateau arrive, le gouvernement italien appelle ses voisins pour répartir en urgence l'accueil des migrants. Bonjour. Bonjour, Monsieur Letta. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Enrico Letta dirige le Parti démocrate. Pour lui, cette politique au coup par coup n'est plus tenable. Le partage est essentiel, mais pas comme ça, pas comme comme si on était au marché. J'en prends 5, t'en prends 20. Chaque fois, ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut un instrument européen. Et vous êtes confiant? Je serai confiant seulement quand je verrai les faits réels. Et j'espère que la présidence française de l'Union européenne, pendant ce semestre, puisse mettre en marche de nouveaux instruments qui puissent radicalement changer et éviter que ce manque d'instruments migratoires européens devienne un problème pour tous les pays, pour chaque pays et naturellement pour les migrants eux-mêmes. Alors des instruments migratoires, est-ce que les murs sont des instruments? Une question d'Antoine en Dordogne. Pensez-vous qu'il faille construire un mur aux frontières de l'Europe? Moi, je crois qu'il ne faut pas exclure les murs, par principe. Pourquoi? Parce qu'on a fait Schengen. Schengen, c'est un espace de libre circulation au sein de l'Union européenne. Si on veut avoir la libre circulation au sein de l'Union européenne, ça veut dire qu'il faut protéger les frontières extérieures de l'Europe. Dans Schengen, il y a ce qu'on appelle les points de passage autorisés. C'est donc les endroits où les migrants qui se pressent aux portes de l'Europe pour des raisons économiques et qu'on comprend, qui sont absolument dramatiques humainement, mais
l'Europe a quand même le droit, c'est une puissance, de choisir qui elle accueille. Donc il y a des points de passage obligés et normalement les migrants doivent passer dans ces points de passage. Ce que l'on vient d'apprendre, c'est que les chiffres sont hallucinants, mais c'est qu'il y a des dizaines de millions de migrants qui ne passent pas par ces points de passage autorisés chaque année. Je crois que c'est de l'ordre pas loin de 40 millions de migrants cette année qui sont rentrés dans l'Europe sans passer par ces points de passage autorisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucun contrôle. Et là, on se retrouve dans une situation où effectivement, on ne peut pas tenir nos frontières. La politique migratoire d'Emmanuel Macron tourne à la Bérésina. Vous avez vu les chiffres qui ont été publiés sur la France. 270 000 titres de séjour accordés cette année, plus de 100 000 demandeurs d'asile, dont on sait que la grande majorité sera déboutée, mais ne repartira pas. Donc on a aujourd'hui une bérésina migratoire. Et s'agissant de l'Italie, s'agissant de ces pays qui sont, j'allais dire, en première ligne de la frontière de l'Union européenne, il faut qu'ils s'assument comme étant en première ligne. La Grèce, que je suis allée visiter, l'a fait. La Grèce, ils sont passés de 80 000 clandestins à 10 000 en un an, en mettant en place des centres, ce qu'on appelle des hotspots en anglais, mais des centres d'accueil et d'enregistrement et de régulation des migrants. Donc les migrants arrivent, en 25 jours, on dit s'ils sont demandeurs d'asile ou pas. S'ils ne sont pas demandeurs d'asile, ils doivent repartir. Je voudrais que vous discutiez maintenant avec Agnès Levallois. Je vous présente Agnès Levallois, donc spécialiste du Moyen-Orient, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Agnès Levallois, vous avez lu le programme de Valérie Pécresse et il y a une mesure en particulier qui vous a interpellé, c'est l'obligation de demander l'asile dans les ambassades françaises. Oui, alors j'avais une question à vous poser à ce propos, puisqu'on voit bien la difficulté que ça peut représenter. Quand un pays est en guerre, il est très difficile pour les personnes qui veulent partir, quitter leur pays, d'aller dans l'ambassade, parce que celle-ci peut être fermée. Et si elle est ouverte, elle est évidemment entourée aussi par des représentants de l'ordre des pays en question, et qui vont surveiller et qui vont empêcher les demandeurs, ceux qui sont potentiellement des demandeurs d'asile, de rentrer dans l'ambassade pour demander les papiers pour pouvoir partir. Or, on sait que la demande d'asile, quand même, est quelque chose de réglementé. C'est une convention, la convention de Genève de 1951. Tout le monde a le droit de demander l'asile. Donc, en proposant cela... Toutes les personnes en danger. En danger. Pas celles qui veulent le détourner l'asile. Dont le dossier doit être étudié dans des conditions, et on a tous les outils, les instruments pour faire cela. Et donc, cette question me paraît un peu surprenante, puisque d'abord, il faudrait aussi renforcer sérieusement les ambassades, puisqu'on sait très bien que dans les consulats, dans les ambassades, il n'y a plus du tout maintenant, ou très peu de personnes qui accueillent, puisque les visas sont sous-traités à des entreprises privées et il faut tout gérer par Internet dans un pays en guerre. Internet, tout ça est quand même très compliqué. Et donc j'étais étonnée par cette proposition que vous faites en disant, sur le papier peut-être, mais d'une façon réaliste, comment fait-on? Et si ces personnes qui veulent demander l'asile parce qu'elles sont en danger chez elles, qu'elles arrivent à passer par une autre voie et qu'elles arrivent, mettons, à la frontière française, on n'accepte pas de recevoir leur dossier parce qu'elles n'ont pas déposé leur dossier dans l'ambassade? Non, alors vous n'avez pas tout lu. Si, j'ai lu absolument toutes vos mesures sur l'immigration. Et là, il y avait cette phrase-là. Et donc, je pensais important que vous puissiez nous expliquer ce que vous entendez par cela. Non, moi, ce que je propose, c'est justement l'asile à la frontière. L'asile à la frontière, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, à l'aéroport de Roissy. C'est une procédure où vous arrivez à une frontière. Roissy, si l'aéroport, c'est une frontière. Vous arrivez à cette frontière. Là, à Roissy, vous devez demander l'asile à Roissy. Et vous ne sortez pas de l'enceinte de Roissy, on examine en urgence votre demande et soit vous êtes admis à l'asile, soit vous ne l'êtes pas et vous reprenez l'avion. Donc le sujet, cette procédure d'urgence, elle existe à Roissy, post-frontière. Donc moi je veux l'asile à la frontière, mais l'asile à la frontière, c'est aussi une autre frontière, c'est aussi nos ambassades. Alors évidemment, dans le cas que vous citez, ça ne marchera pas. C'est-à-dire un pays en guerre, supposons la Syrie. D'ailleurs, on n'a pas d'ambassade. On n'a pas d'ambassade. Donc, on va en Syrie. Les Syriens, c'est en guerre. Il n'y a pas d'ambassade. Ils ne peuvent pas y aller, etc. Ils partent. De toute façon, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont se déplacer. Ils vont partir. Ils arrivent où? Ils arrivent en Turquie. Là, il y a une ambassade de France. Et là, ils demandent l'asile à l'ambassade de France. Mais ils peuvent toujours continuer à la demander à la frontière de la France, quand ils arriveront à la frontière de la France. Moi, ce que je souhaite, pourquoi je veux faire ça? Mais parce que ça permettra, d'abord, ça sécurisera les vrais demandeurs d'asile. Parce que les vrais demandeurs d'asile, pardon de le dire, mais ils arrivent en France, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un an
1 an d'une situation quasiment sans droit, tout seul, sans pouvoir travailler, puisque tant que vous êtes... Donc moi, ce que je propose, c'est que du coup, ils demandent ils font reconnaître leur droit à l'asile. Mettons à l'ambassade turque, du coup, ils sont demandeurs d'asile. Ils peuvent arriver en France, ils peuvent s'installer, ils peuvent travailler, ils peuvent vivre une vie. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus humain. Hein. Bien sûr, mais c'est déjà le cas, puisqu'il y a déjà ces demandes qui peuvent se faire dans les ambassades ou à l'aéroport, tel que vous dites. Moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, on parle de chiffres qui sont quand même très peu importants. Et là, je m'inscris un peu en faux à ce que vous avez donné comme chiffre tout à l'heure. On voit qu'en 2021, il y a eu 103 000 demandeurs d'asile en France, et il y a eu 35% de personnes qui ont obtenu ce droit d'asile. Donc on parle de 35 000 personnes, ce qui est quand même, pas énorme, à l'échelle de la France, un chiffre 65 000 qui est quand même déboutés. Une partie qui ne repartiront jamais parce qu'ils sont sur le territoire français. Une partie vont partir, et ceux qui ne vont pas partir, effectivement, parce qu'il y a toutes les questions de savoir comment on peut gérer cette situation. Mais même si on restait dans le cas de 100 000 personnes, quand on voit la population française, on n'est quand même pas dans des proportions, si vous voulez, qui suscitent des inquiétudes telles que ça conduit à prendre des mesures qui, au bout d'un moment, paraissent très draconiennes par rapport à la réalité des chiffres. Je vous réponds, parce que le sujet, il est quand même important. C'est est-ce qu'on est respecté ou pas ? Est-ce que la loi française est respectée ? Est-ce que les frontières françaises sont respectées ? Si vous dites qu'il y a 65 000 personnes qui sont des faux demandeurs d'asile, qui n'étaient pas persécutées chez eux, qui vont être déboutées, elles vont rester. Mais finalement, est-ce que c'est si grave, 65 000 par rapport à 65 millions de Français ? Mais ce qui est grave, c'est le principe. Un pays qui ne sait pas faire respecter ses frontières, c'est un pays dont les lois ne sont pas respectées. Et à partir du moment où vous ne respectez pas les lois pour entrer, vous allez les respecter une fois que vous serez arrivé sur le territoire, une fois que vous serez installé. Qu'est-ce qui va faire que vous vous mettrez à respecter les lois de la France si vous les avez déjà pas respectées pour venir ? Donc je pense que c'est une question très forte, très puissante de valeur de la République. Et vous dites plus de visa visa aux pays qui refusent de délivrer des laissez-passer consulaires et ceux qui refusent de reprendre leurs clandestins, y compris les pays amis. Moi, de toute façon, je propose aujourd'hui que ce soit démocratiquement fixé. On fixe, comme le font les États-Unis et le Canada. C'est pas liberticide. On fixe chaque année par le Parlement des quotas de visas par pays, par zone et par type d'immigration. Il y a 3 types d'immigration, travail, étudiante et familiale. En fonction de ces types d'immigration, en fonction de ces pays, on fixe des quotas. Et avec un principe, si le pays refuse de reprendre ses clandestins chez lui, c'est-à-dire ceux qui viennent en violation de nos lois, on stoppe les visas. Vous savez, Emmanuel Macron a essayé de le faire. Il a essayé de le faire. Mais il a baissé de 50% les nombres de visas pour l'Algérie et le Maroc et 30% pour la Tunisie. Et donc, on a effectivement une baisse sensible. Alors, on aura ça n'a pas du tout marché, vous savez. Si, ça marche. Non, vous savez pourquoi ça n'a pas marché ? Comment ça marchait ? Quand on voit les derniers chiffres de visas que j'ai eus montrent quand même qu'il y a eu une baisse de 13% pour l'Algérie, de pratiquement 30% pour le Maroc et de 7% pour la Tunisie. Mais ça n'a pas marché, je vais vous expliquer pourquoi. Les 3 derniers mois de l'année 2021, où la mesure venait d'entrer en vigueur, et pour 2022, on va avoir une baisse qui va être plus importante. Non, je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas marché du tout. C'est qu'en fait, c'est les visas de court séjour qu'Emmanuel Macron a bloqué et pas les visas de long séjour. Donc des visas de court séjour, en fait, vous pouvez les demander dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Donc qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui les Algériens, les Tunisiens et les Marocains ? Ils ne peuvent pas donc... Les chiffres que vous avez sont les bons, ils ne peuvent plus avoir leur visa de court séjour en France. Donc ils vont faire du tourisme de visa, ils vont rentrer par la Belgique ou par l'Allemagne. Et donc ils vont revenir quand même. Et donc Emmanuel Macron a brandi un sabre face aux pays du Maghreb, c'était un sabre de bois. Ce qu'il faut, c'est ce que je propose, c'est des quotas pour les visas de long séjour, pour le regroupement familial, pour les permis de travail. Vous avez parlé du Maroc et de l'Algérie. C'est des visas qui sont nationaux. Et là, personne ne peut les délivrer à notre place. C'est dit. Vous avez parlé, et merci de le faire, du Maroc et de l'Algérie qui sont au bord de la guerre. Mais vous voyez, le laisser-faire et le laisser-passer. Ils ont interrompu leur trafic aérien entre les deux pays. Le Maroc, par exemple, n'a plus de gaz. Il l'importe d'Espagne. Il y avait un trafic auparavant entre ces deux pays. Et c'est terminé. Ce sont 2 pays amis de la France. Comment est-ce que vous positionnez dans ce conflit ? Sur le Sahara occidental ? Oui. C'est un conflit qui est extrêmement difficile, sur lequel la France essaye surtout d'avoir une position la plus équilibrée possible en essayant de faire respecter les frontières. Mais on voit bien que... On ne fait rien, quoi.
c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ce conflit-là est vraiment extrêmement sensible. On est effectivement dans une relation compliquée puisqu'on a des relations très difficiles avec l'Algérie, avec tout le travail de mémoire qui a été entrepris aujourd'hui par le président Macron pour tenter justement d'améliorer cette relation. On voit bien qu'avec le Maroc, c'est extrêmement compliqué. Le Maroc nous en veut beaucoup de ne pas avoir endossé la position américaine sur le Sahara occidental. Et j'allais dire heureusement, puisque c'est une mesure qui a été prise en dehors du droit international et que le droit international. Nous sommes liés par le droit international et la non-ingérence. Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose effectivement qu'on respecte ce droit international. Mais dès qu'on fait quelque chose vers le Maroc, l'Algérie proteste, et quand on fait quelque chose avec l'Algérie, le Maroc proteste. Donc vous, président de la République, comment voyez-vous l'évolution de cette relation et est-ce que vous continuez à avoir cette position entre les deux, de naviguer dans cette relation entre le Maroc et la vérité, c'est qu'on ne peut, aujourd'hui, la France ne peut pas avoir de mauvaises relations durables, ni avec le Maroc, ni avec l'Algérie. C'est vrai qu'avec le Maroc, nous avons une relation de confiance et sur la durée, et ça se passe très bien. C'est vrai qu'avec l'Algérie, les relations sont beaucoup plus tendues ces derniers temps. Mais j'ajoute que le président de la République a joué avec les questions mémorielles d'une manière qui était scandaleuse. Aller en Algérie dire que la France avait commis des crimes contre l'humanité, ça a blessé une partie de la population française. Qu'est-ce que vous leur dites ? Que le travail de mémoire, il faut le faire, puisqu'on va arriver au 60e anniversaire des accords d'Évian, mais il faut le faire à deux. Et il faut le faire, en mettant... oui, mais vous allez me dire, ils veulent pas le faire. Mais, j'allais vous le dire. Non, mais il y a un moment, la France, c'est pas se mettre à genoux et endosser tous les péchés de la terre. Je veux dire, la repentance, s'il y a eu des fautes, si elles ont été commises, on doit faire toute la vérité. Et là, on est en train aujourd'hui d'ouvrir les archives. Ça mérite que chacun fasse une part du chemin avec les historiens, que ce soit qu'on mette en place une commission d'historiens qui disent la vérité. Une question rapide de Pascal Boniface. Oui, vous parlez d'image, de prestige. Après 2003, la France était très populaire dans le monde entier, enfin sauf aux États-Unis bien sûr, du fait du refus à la fois lucide et courageux de Jacques Chirac de ne pas se lancer dans la guerre d'Irak. On a l'impression, et puis c'est la tradition française, une diplomatie, De Gaulle, Mitterrand, on a quand même le sentiment, je ne sais pas si vous le partagez, qu'on est moins populaire maintenant dans le monde, que notre image s'est dégradée, peut-être aussi en partie de nos débats intérieurs. Que feriez-vous, est-ce que vous partagez ce constat, et que feriez-vous pour redonner du lustre à l'image de la France dans le reste du monde, et notamment en dehors du monde occidental ? Alors c'est vrai, moi ce qui m'a surtout frappé, plus encore qu'au Moyen-Orient, c'était surtout la situation de la France en Afrique. On a le sentiment qu'on n'a jamais été aussi impopulaire en Afrique, alors que nous avons une agence française de développement qui aide très puissamment les États africains et que, par ailleurs, on devrait être une puissance tutélaire. Moi, quand je vois que le Gabon annonce qu'il va adhérer au Commonwealth, bon, c'est vrai que ça fait un choc. On a le sentiment que l'influence française se délite en Afrique. Alors, comment on en est arrivé là ? Et comment on change surtout ? Comment on inverse la tendance ? Visiblement, c'était la question de Pascal. Effectivement, comment on inverse la tendance ? Déjà peut-être en reprenant la main sur l'Agence française de développement. Aujourd'hui, cette Agence française de développement, elle fait beaucoup d'aides multilatérales. Et peut-être pas assez d'aide à l'Afrique et aux pays du Moyen-Orient. Elle prête à la Turquie, elle prête à la Chine. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'AFD ? Ça a été dénoncé par les parlementaires il y a quelques mois. Donc on utilise cette Agence française de développement pour faire de l'aide vraiment, j'allais dire, géostratégique. Et on le fait avec de l'aide liée, c'est-à-dire que les entreprises françaises reviennent avec cette aide. Et aujourd'hui, on s'est mis plein de barrières à notre aide au développement qui font qu'on n'est pas vécu comme des promoteurs du co-développement en Afrique. Et c'est ça, je pense, qu'on doit faire. On doit être ceux qui amènent le co-développement en Afrique, comme le font aujourd'hui très bien les Chinois avec leur route de la soie ou les Américains. Question rapide. Est-ce que les droits des femmes seront une grille de lecture pour votre diplomatie ? Il y a déjà une certitude, c'est que si je me rends dans un pays arabe, je m'y rendrai tête nue. Vous ne serez pas voilée ? Je ne serai pas voilée, parce que la République française, elle s'identifie à l'identité française. Et l'identité française, c'est une femme qui ne porte pas de voile. Donc je pense que déjà, c'est quelque chose d'assez puissant que la présidente française soit une femme et qu'elle ne soit pas voilée. Il y a plus de pays arabes aujourd'hui où on oblige le port du voile pour les femmes et les étrangères. Mais tant mieux, tant mieux. Mais avancez, voilà. Allez, nous revenons maintenant aux questions. Tant mieux, mais ça prouve quoi ? Ça prouve aussi
que ce sera vu à la télévision. J'ai quand même le souvenir, même si c'est plus interdit, d'une vidéo qui montrait Madame Merkel avec les cheveux floutés à la télévision en Arabie Saoudite. C'est fini parce que maintenant, depuis 2 ans, on peut, j'y étais il y a encore 3 mois, et on ne porte plus ni d'abaya ni de voile. Allez, nous revenons maintenant aux questions des c'est vrai que les droits des téléspectateurs. femmes sont en train de progresser. Je vous assure qu'il faut y aller. C'est une bonne chose. Allez, on y va. Une question de Josette en Maine-et-Loire, elle est commerciale. Selon vous, la France vend-elle trop d'armes à travers le monde? Le sujet, c'est surtout à qui on les vend. Parce que les armes servent à protéger. Donc si on les vend à nos alliés, si on les vend à des personnes qui doivent se défendre contre une menace, par définition, c'est des bonnes ventes. Par exemple, l'Arabie Saoudite, on vend? Alors l'Arabie Saoudite, nous avons des contrats d'armement qui sont des contrats d'armement avec un certain nombre de partenaires qui sont effectivement des partenaires uniquement commerciaux. Et qui servent parfois au Yémen. Mais au Yémen, dans un maintien du gouvernement en place, qui est reconnu par l'ONU. Je vous le rappelle, même si la situation au Yémen est une situation absolument tragique de violence humanitaire, il se trouve que l'Arabie Saoudite soutient le gouvernement en place. Là, c'est la réelle politique pour le coup. Sur les ventes d'armes, on n'a pas tellement le choix. Sur les ventes d'armes, on est dans la réelle politique. Oui, vous l'assumez. Oui. Bon. Ophélie, Copenhague, elle est libraire. Si vous aviez pu décider, la France aurait-elle participé au JO de Pékin? À partir du moment où nos athlètes y vont, moi je crois que le gouvernement a pris la bonne décision, c'était d'y aller. Voilà. Et je suis mal à l'aise avec l'idée de prendre en otage le mouvement olympique et le mouvement sportif avec des questions de droits de l'homme. Je pense qu'il faut défendre les droits de l'homme, mais je pense que c'est quand même déclencher... Prendre en otage le mouvement sportif, même s'il s'agit d'un génocide, puisque les députés LR ont voté la résolution de l'Assemblée nationale sur les Ouïghours, disons que c'était un génocide. Il se passe vis-à-vis des Ouïghours des massacres qui sont organisés aujourd'hui. Est-ce que ça peut être qualifié de génocide juridiquement ou pas? Je ne le sais pas. Il faut d'ailleurs que ceux qui travaillent sur ces questions de génocide, je pense à la Fondation pour le mémorial de la Shoah, se prononcent sur ces questions. Si vous deviez choisir Thatcher ou Merkel? Je dirais Merkel parce que elle est plus proche aujourd'hui. Elle est plus proche aujourd'hui de la gouvernance que je veux incarner, qui est une gouvernance où il va falloir travailler avec tout le monde. Et il va falloir emmener tout le peuple vers des réformes qui seront compliquées. Mais il faut tenir aussi. Et tenir, ça veut dire avoir beaucoup de courage. Elle n'a pas tenu, Merkel? Si. Mais elle a eu moins de réformes difficiles à faire que j'en aurais parce que M. Schröder, avant elle, avait fait les réformes les plus difficiles pour l'Allemagne. Donc elle a bénéficié de réformes qui avaient été faites par son prédécesseur et qui lui ont d'ailleurs coûté son élection. Margaret Thatcher, elle s'est retrouvée en 79 avec des Anglais qui s'allumaient, qui s'éclairaient à la bougie. Donc effectivement, elle a dû faire des réformes un peu violentes. D'Isabelle, dans le Morbihan. Je ne l'aurais pas fait avec la même violence, je tiens tout de suite à le dire. Que Margaret Thatcher. La reine d'Angleterre fête ses 70 ans de règne. Est-ce un modèle politique féminin pour vous? Si ce n'est pas le cas, en avez-vous un? On a parlé d'Angela Merkel, mais est-ce que c'est un modèle, la reine d'Angleterre? Pas vraiment, parce que je crois qu'elle ne s'ingère pas beaucoup dans la politique. Non. Et puis moi, mon modèle, c'est l'élection. Vous voyez, je pense que les femmes politiques que je respecte, qui sont mes modèles dans le monde, sont des femmes qui se sont fait élire par leur peuple. Et donc, effectivement, plutôt des Angela Merkel ou des Margaret Thatcher. Une question de Paul. Selon vous, la solution à 2 États est-elle la seule sortie possible du conflit israélo-palestinien? Oh, question délicate. Pour l'instant, je n'en vois pas d'autre. Et vous pensez qu'elle est encore réaliste, cette seule solution, selon vous? Ce que je vois, d'abord, s'agissant de la situation d'Israël... Très vite, il y a beaucoup de questions. S'agissant de la situation... Oui, mais ça, alors très vite, le conflit israélo-palestinien, très vite, je sais que c'est une mission impossible. Là, je pense qu'on refait une deuxième émission. Non, ce que je voulais dire, c'est que l'intangibilité des frontières et la sécurité d'Israël, pour moi, sont vraiment très importantes. L'antisémitisme, l'antisionisme, pardon, et la remise en cause de l'État d'Israël, c'est une forme d'antisémitisme. Donc sur tous ces sujets-là, je pense que la France a un message à porter. Maintenant, on voit bien aussi qu'il y a des petits signaux d'espoir qui commencent à poindre du côté d'Israël. C'est ces fameux accords d'Abraham qui font qu'il y a
un début de normalisation des relations entre... Enfin, il y a une normalisation des relations entre Israël et un certain nombre de pays arabes, donc ça va dans le bon sens. Mais à l'inverse, on voit une autorité palestinienne qui est très affaiblie, qui a perdu beaucoup de sa crédibilité, qui est divisée en deux. Donc, je ne vois pas très bien aujourd'hui quel est le dialogue qu'on arrive à nourrir pour relancer cette résolution du conflit israélo-palestinien. Mais je crois... Ce serait une priorité pour vous? Mais je crois que la France ne peut pas renoncer à son rôle dans ce règlement. Parce que si la France n'en parle pas, plus personne aujourd'hui n'en parlera. Et Israël a quand même un vrai problème. C'est la démographie palestinienne qui l'oblige à un moment donné à voir que des tensions vont apparaître. Donc on a besoin aujourd'hui d'essayer de trouver une voie de règlement de ce conflit. Question de Pauline en Maine-et-Loire. Quel serait votre premier déplacement en tant que présidente de la République? Vous voulez dire à l'étranger? Oui. Oh, ben, ce serait forcément pour l'Allemagne. Je ne romprai pas avec la tradition parce que je crois que le couple franco-allemand, il est absolument clé pour l'Europe que je veux bâtir. Une question de Karim dans les Hauts-de-Seine. Il est ingénieur. Quel ministre des Armées choisiriez-vous si vous étiez élu? Ah, mais je ne donnerai pas des noms avant. D'abord parce que les Français détestent ça. Ça donne le sentiment qu'on est déjà en place. Mais vous avez votre petite idée. C'est surtout que moi, je veux que notre politique de défense tienne ses engagements. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous avons une loi de programmation militaire qui remet à niveau nos armées. Mais cette loi de programmation militaire, il y a des petites marches financières pour l'instant, puis il y a des grosses marches financières à franchir ensuite. Donc le sujet, c'est est-ce qu'on aura les moyens de tenir nos engagements vis-à-vis de nos armées? Vous savez, j'étais sur le Charles de Gaulle, le porte-avions Charles de Gaulle cette semaine. Nous avons besoin aujourd'hui de ces outils de puissance qui sont enviés dans le monde entier et qui font de nous des alliés très puissants pour les Américains et qui nous font respecter dans le monde entier. Et puis j'ajoute qu'il nous faudra un livre blanc sur la défense française, mais à horizon 2050, parce que les menaces sont en train de beaucoup évoluer, de beaucoup changer. Valérie Pécresse, j'avais une dernière question rapide. Mabel, si vous étiez fleuriste, si vous étiez élu, marcheriez-vous dans les pas de Nicolas Sarkozy en matière de politique extérieure? Sur quel sujet? On ne peut pas répondre, comme ça, sur quel sujet? Les menaces ont tellement évolué depuis 10 ans. Prenez par exemple la question du Mali. Quand je suis allée à Gao voir nos militaires de Barkhane, je me suis retrouvée dans une situation totalement inédite que Nicolas Sarkozy n'avait absolument pas eu à connaître. Donc cette question de la montée de l'islamisme, vous savez que Nicolas Sarkozy, Mohamed Merah, c'est en 2011. Donc le monde a changé. La question de la lutte contre l'islamisme, qui doit être une priorité absolue de notre politique étrangère, ne se posait pas à l'époque où il était président, et ce sera une de mes priorités. Merci beaucoup, absolues. Valérie Pécresse. On retrouve tout de suite Nicolas Dupont-Aignan. Se déchirer sur le Donbass, rentrer dans une escalade absurde, alors qu'il y a le feu à la maison du monde, est aberrant. L'avenir de l'Europe passe par une grande alliance avec la Russie. L'adversaire, c'est sur le plan économique la Chine, et c'est sur le plan géopolitique l'Afrique qui est en train de basculer. L'État islamique est en train de conquérir l'Afrique. Si le sacrifice de nos soldats est oublié, eh bien je ne vois pas pourquoi la France